Bonjour à tous. Allez, dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, c'est la manipulation de formules et tout ce qui est arrondi et conversion. Alors, la manipulation de formules, ce qu'on va voir, c'est qu'on va détacher, donc c'est très utile en physique-chimie, mais on va détacher vraiment le côté physique et le côté mathématique. C'est-à-dire qu'en fait, il est totalement possible de pouvoir utiliser une formule sans, mm, sans, sans comprendre, tout simplement, toutes les notions de physique qu'il y a derrière. En fait, utiliser une formule, c'est purement et simplement des maths. Donc, dans ces cours-là, vous allez voir, moi je peux vous montrer la suite, mais ce que vous allez voir, c'est des formules, on va y arriver, des formules que vous connaissez peut-être, U égale RI, donc une formule d'électricité, donc U égale R fois I. Et mais des formules aussi que vous ne connaissez pas, ça j'en suis à peu près sûr, qui sont l'énergie potentielle, l'énergie électrique, la vitesse, celle-là vous la connaissez, une formule pour la puissance, voilà. Et on va pouvoir utiliser ces formules sans même connaître en fait toutes les notions de physique qu'il y a derrière, juste en appliquant des mathématiques. On va commencer déjà par la règle de l'arrondi. Donc ça c'est voilà, c'est quelque chose que vous avez besoin en permanence. On va revoir ça très rapidement et vraiment c'est pour éviter de perdre des points de façon bête. Donc je vous ai remis la règle de l'arrondi. Comme d'habitude, cette fiche-là, vous pouvez la télécharger en suivant le lien dans la description de la vidéo. Donc on s'en va ensemble la règle de l'arrondi. Lorsque le chiffre suivant l'arrondi est compris entre 0 et 4, l'arrondi est par défaut. C'est-à-dire qu'on laisse le chiffre de l'arrondi tel que. Lorsque le chiffre suivant l'arrondi est compris entre 5 et 9, l'arrondi est en excès. C'est-à-dire qu'on va remplacer le chiffre du niveau de l'arrondi par le chiffre actuel plus 1. Alors, ce que je vous demande de faire, d'accord, c'est de m'arrondir à 0,01 près, donc c'est-à-dire à deux chiffres après la virgule, les nombres suivants. Voilà, vous arrêtez la vidéo, vous le faites et puis on va corriger. Allez, on corrige. Ici, je dois arrondir à deux chiffres après la virgule. Donc si je prends par exemple ici, là, d'accord, je dois arrondir ici. Donc je regarde le suivant. Le suivant, c'est un 6. Donc sur ma règle de l'arrondi, 6 c'est compris entre 5 et 9. Donc je dois faire un arrondi aux excès. C'est-à-dire que je dois augmenter de 1 mon chiffre de l'arrondi. Donc ici, ça va me faire 5, pas 0,3, mais 0,4. Pareil pour celui-là. Celui-là, je regarde, le chiffre à pas l'arrondi, donc je dois arrondir deux chiffres, le chiffre à pas l'arrondi, c'est un 5. 5 est compris entre 5 et 9, jusque-là. Donc c'est un arrondi par excès, donc mon arrondi, ça va être 87,06. Encore pareil, l'arrondi, donc je vais arrondir à deux chiffres, donc je regarde celui d'après c'est un 9, donc c'est encore un arrondi par excès, donc ça va me faire du 125,13. Ensuite, 18,156, d'accord, donc mon chiffre par l'arrondi c'est un 6, d'accord, donc je vais enfin encore un arrondi par excès, donc mon arrondi par excès ça sera 18,16. Et enfin, le dernier, je dois arrondir à deux chiffres après la virgule, donc je vais regarder le troisième. Le troisième, c'est un 3, donc là, cette fois, je suis en arrondi par défaut, donc je laisse tel quel. Donc ça va me faire 70 553,23. Tout bon. Rien de bien compliqué, mais vous ne faites pas avoir avec ça, donc vous regardez votre chiffre d'après et vous appliquez la règle de l'arrondi. Vous la prenez par cœur si c'est pas déjà le cas. Ensuite, vocabulaire de l'arrondi. Ça aussi, on a souvent des questions quand on vous dit au dixième, au centième, etc. Donc dans un exercice, on peut vous demander d'arrondir un nombre au dixième, au centième ou à l'unité. Arrondir au dixième signifie à 0,1 près. Alors pourquoi et comment s'en souvenir? En fait, au dixième, un dixième, c'est 1 sur 10. Et 1 sur 10, ça fait 0,1. Donc quand on vous dit au dixième, c'est arrondir à 0,1 près. Nous, ce qu'on garde, ce qu'on marque en tant que prof de maths, c'est qu'on a rarement des problèmes quand on dit arrondir à 0,1 près. Généralement, c'est pas après, c'est près. 0,1 près, on a généralement aucun problème. Par contre, quand on dit dixième, centième, c'est là où se posent les problèmes. Donc la seule chose que vous avez à retenir, c'est que 1 dixième, ça fait 0,1. Donc arrondir au dixième ou à 0,1 près, finalement, c'est la même chose. De même, arrondir au centième, c'est arrondir à, et ben ça fait combien 1 sur 100? Ça fait 0,01, donc 1 divisé par 100, donc ça arrondir à 0,01 près. Voilà, rien de bien compliqué. Et arrondir à l'unité, c'est 100 chiffres après la virgule. Donc là, ce que je vous ai mis les mêmes chiffres. Je crois que j'ai été fainéant.
Ouais, j'étais fainéant comme d'habitude. Et donc, vous avez les mêmes chiffres. Il faut arrondir ici dans cette colonne au centième, dans cette colonne au millième et dans cette colonne à l'unité. Allez, je vous laisse faire et vous reprenez la vidéo tout de suite après. Donc, on y va. Arrondir au centième. Arrondir au centième. Donc, ce que je vais faire, c'est que centième, je vais mettre 0,01. Millième, ça me fait 1 sur 1000, donc ça me fait 0,01. Et arrondir à l'unité, c'est l'unité. Donc arrondir au centième, je dois arrondir à deux chiffres par virgule. Donc je regarde le troisième, c'est un 6. Donc c'est un arrondi par excès. Donc ça me fait 5,04. Je vais me faire toute la colonne. Je vais faire d'abord la colonne des centièmes, après la colonne des millièmes et après la colonne des unités. Donc pareil pour lui. C'est un 5 ici, mon chiffre après l'arrondi. D'accord, c'est lui là. Et donc je dois arrondir par excès. Donc ça me fait du 87,06. Ok. Pareil, mon chiffre après l'arrondi ici, c'est un 9, donc ça me fait du 125,13. Le chiffre après l'arrondi, c'est encore un 6, et donc ça me fait du 18,16. Et là, c'est un 3, donc c'est un arrondi par défaut, donc je laisse tel que. Donc ça me fait 78 553,23. Si vous êtes fainéant, logiquement, vous avez remarqué que c'est la même chose, d'accord ? Bon, maintenant, arrondi au millième, un peu de nouveauté dans ce pays. Donc, arrondi au millième, il faut que j'arrondisse à 3 chiffres à virgule. Donc, j'ai regardé le quatrième. Ici, mon quatrième, c'est un 5. Donc, je vais arrondir par excès. Donc, ça me fait 5,037. Ici, donc, j'arrondis à 3 chiffres. Mon quatrième, c'est encore un 5. Donc, j'arrondis par excès. Donc, ça fait 85,056. Ici, mon quatrième, 1, 2, 3, 4, c'est encore un 5, donc c'est un arrondi par excès, donc j'ajoute 1. Ici, ça fait 129, donc quand je rajoute 1, ça va faire 130. Donc ça me fait 125,130. Ici, j'arrondis au millième, donc je regarde le quatrième chiffre, c'est un 4, donc c'est un arrondi par défaut. Donc ça me fait 18,156. Ici, c'est pareil, le quatrième, c'est un 5, donc c'est un arrondi par excès. J'étais à 233 sur ma partie décimale, donc j'ajoutais 1, ça va me faire 234. Donc ça me fait 78 553,234. Maintenant, arrondir à l'unité. Je vais regarder juste le chiffre, le premier chiffre par la virgule, et je vais appliquer la règle de l'arrondi. Ici, mon premier chiffre par la virgule, c'est un 0. Donc ça veut dire que je fais rien. Donc c'est 5. Ici, c'est encore un 0, donc ça me fait 87. Ah, j'en ai pas fait. Ok, il n'y en a pas un seul qui est par excès. Ensuite, là, c'est un 1, donc c'est encore par défaut, donc ça fait 125. Et là, pareil encore, c'est encore par défaut, donc ça fait 18. Et là, c'est encore par défaut, parce que mon chiffre par virgule, c'est un 2, donc ça fait 78 553. Ok, donc ça, c'est pas bien foutu de ma part. Mais par exemple, si j'avais 19,87. Ici, si je veux arrondir à l'unité, je regarde le chiffre par virgule, c'est un 8. Donc ça veut dire que je suis compris entre 5 et 9. Donc c'est un arrondi par excès. Et donc mon arrondi à l'unité, ça va faire 20. Tout bon? Rien de bien compliqué tout ça. Allez, on efface. Hop. On continue. Maintenant, on va parler des conversions. Donc vous faites jamais avoir sur les questions d'arrondi. C'est vraiment... Je pense que faire une erreur d'arrondi, il n'y a pas plus bête comme façon de perdre un point. On va passer maintenant aux conversions. Donc, les conversions, il y a deux techniques. On va dire il y a deux grandes écoles. La première grande école, c'est de faire un tableau de conversion. Mais, quelque part, ça nécessite de bien connaître l'ordre. Et puis, quand vous faites votre tableau, moi, ce que j'aime pas trop, après, j'ai rien contre ces techniques, hein, mais ce que j'aime pas dans ces techniques, c'est que vous mettez vraiment votre cerveau de côté. Et ça me dérange un peu à chaque fois qu'on fait des maths, de mettre son cerveau de côté, c'est toujours un problème. Et c'est toujours source d'erreur. Donc, une technique, c'est qu'en fait, quand vous avez des unités, les unités, elles ont un préfixe. Et c'est de connaître la signification de ce préfixe. Alors, on suit ensemble le cours. Une technique pour les conversions consiste en l'élaboration de tableaux. Cette technique a pour désavantage de nécessiter un effort de mémoire et retenir l'ordre des éléments dans le tableau. Nous allons donc utiliser une technique qui ne nécessite aucun effort de mémorisation. Ce qui n'est pas vrai en fait, hein. Là je vends quelque chose de faux. Cette technique consiste à utiliser les préfixes de chaque unité. Par exemple, le préfixe milli devant milliampère signifie millième. Donc 1 milliampère,
ça fait 1 millième d'ampère, donc ça fait 0,01 ampère. Et une fois que vous savez ça, en fait, une fois que vous connaissez la signification de ça, vous utilisez la proportionnalité. Et donc, on va utiliser un produit en croix. C'est-à-dire que, par exemple, que là, 1 milliampère, maintenant, grâce à ça, je sais que ça fait 0,01 ampère. Et donc, je vais pouvoir convertir 25 milliampères. Et pour ça, je fais un produit en croix. Donc, je vais faire 25 fois 0,01 divisé par 1. Donc, ça me fait donc du 0,025. On a une calculette si besoin. Ampères. Ou ce que je fais, c'est que 25 milliampères, vu que je sais que c'est 25 millièmes d'ampères, je fais 25 divisé par 1000, ça me fait aussi 0,025. Donc à vous d'utiliser le produit en croix ou la signification, c'est comme vous avez envie, mais retenez bien que milli, c'est 1 millième. Et après, on peut faire ça, mais dans l'autre sens. Donc 1 milliampère, ça me fait 0,001 ampère. Donc pour convertir 0,5 ampère en milliampère, je fais 0,5 fois 1 divisé par 0,01, et donc ça me fait 500 milliampères. D'accord? Pour ceux qui ont un peu de mal sur le produit en croix, je vous rappelle que dans la diagonale, je multiplie et après je divise par celui qui reste tout seul. Donc voilà. Et en fait, grâce à ça, vous allez voir que si vous connaissez vos préfixes, vous n'avez plus de problème et surtout vous allez gagner un gain énorme de temps par rapport au tableau en fait. Donc, je vous ai remis ici les préfixes les plus utilisés. Donc, milli, c'est un millième. Centi, c'est un centième. Déci, c'est un dixième. Déca, c'est 10. Kilo, c'est 1000. Ça, celui-là, il faut le retenir parce qu'il n'est pas évident. Méga, c'est 1 million. Giga, c'est 1 milliard. Et Tera, c'est 1000 milliards. Alors, pourquoi vous avoir mis les trois dernières? Ils se sont rendus compte maintenant, nos dirigeants, qu'il y avait une science incroyable qui s'appelle l'informatique. Et ils adorent, dans les sujets de brevet des collèges, mettre des conversions, vous savez, sur des téraoctets, des gigaoctets et ce genre de choses. Donc, vu qu'ils aiment ça, ça tombe très très souvent dans les brevets d'utiliser donc ces unités-là qui sont quasiment ces unités très grandes, exclusivement utilisées, enfin, il n'y a pas que ce domaine-là, mais usuellement utilisées dans l'informatique pour la taille des disques durs et la taille des périphériques de stockage. Maintenant, ce que je vous demande, hop, c'est de convertir donc 3 décilitres en litres, 2 km en mètres, etc., etc. Allez, à vous de faire. Donc moi, je vais le faire à côté. C'est parti. 1 décilitre, en majuscule d'ailleurs, 1 décilitre, ça fait 1 dixième de litre. Donc ça fait 0,1 litre. Donc après, on me demande 3 décilitres en litres. Donc 3 décilitres, ça va me faire 0,3 litres. Que vous produit en croix, elle n'était pas très nécessaire. Convertir 2 km en mètres, décidément. 1 km. Moi, je sais que 1 km, kilo, ça veut dire 1000. Donc 1 km, c'est 1000 mètres. D'accord? Après, il y en a des spécifiques, ça me fait penser à quelque chose. Par exemple, il y a la tonne. Une tonne, c'est 1000 kilos. Et ça, c'est spécifique à la masse. Donc 1 km, c'est 1000 mètres. Donc 2 km, c'est 2000 mètres. Ensuite, 3 cm en mètres. 1 cm, c'est 1 centième de mètre. Donc 1 divisé par 100, ça fait 0,01 mètre. Donc 3 cm, ça va faire 0,03 mètres. 3 mégavolt en volt. Donc 3 mégavolt. Enfin 1 mégavolt. On va commencer par 1 mégavolt. 1 mégavolt, ça fait... Donc 1 mégavolt, ça fait 1 million de volts. Ok? Ça marche. Donc 3 mégavolts. 3 mégavolts, ça fait 3 millions de volts. 25 mg. Donc 1 mg. Je vais effacer ça. Touc. 1 mg. Ça fait 0,001 g. Donc 25 mg. Ça fait, et je fais mon petit produit en croix, ça fait 0,025 g. 300 g en milligrammes. Donc 1 mg,
ça fait 0,001 g, ça on le sait déjà. 300 grammes, et donc là, bien faire gaffe, vous êtes sur un produit en croix, c'est pour ça que j'ai mis en dernier celui-là, c'est un attrape-couillon. Quand vous faites un produit en croix, d'un côté j'ai mes milligrammes, d'un côté j'ai mes grammes. Il faut bien, après, quand j'ai quelque chose à convertir, il faut bien que je le mette du bon côté. Et donc là, ici, 300 grammes, il va bien du côté des grammes, et je fais mon produit en croix, donc je fais 300 fois 1 divisé par 0,01, et ça me fait donc 300 000 milligrammes. Alors un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, et qu'on n'a pas fait, avec cette méthode-là, en fait, vous avez plus de problème au niveau de la virgule. Souvent, nous, ce qu'on constate, c'est quand vous convertissez et que vous avez à placer un nombre décimal dans un tableau, ça pose toujours problème, d'accord, à certains élèves. Donc, avec ça, au moins, vous avez plus de problème. D'accord, vu qu'on vous fait que par la multiplication, vous n'avez pas à placer une virgule. Après, je veux pas tout casser ce qui a été construit. C'est que si vous êtes très à l'aise avec des tableaux, que vous êtes plus rapide avec ces tableaux-là, gardez cette méthode-là, bien sûr, hein, d'accord. Mais voilà, je voulais que vous voyiez au moins une fois celle-là de méthode, histoire de quelque part faire votre choix. Et puis quand vous n'êtes pas sûr, c'est bien d'avoir deux méthodes. Comme ça vous permet de valider votre méthode par l'utilisation d'une autre. Hop, on continue. Oui, alors attention, encore un petit attention. Cette méthode-là n'est pas valable, mais c'est comme le tableau en fait, hein, d'accord, n'est pas valable pour tout ce qui est unité de surface et de volume. En fait, elle n'est pas valable si elle l'est. Elle l'est, si elle peut marcher en fait, mais attention, tous ce sont des préfixes. D'accord? Vous avez un décalage, celui que dans tout ce qui est unité de surface et unité de volume. Quand vous faites votre tableau, vous avez deux colonnes par colonne. Je veux dire que deux colonnes par unité, et quand c'est du volume, c'est trois colonnes. Donc vous avez un décalage à ce niveau-là. Ça, on verra ça plus tard quand on fera de la géométrie dans l'espace, quand on fera du calcul de volume. Donc pour l'instant, on va l'utiliser sur des unités qui sont assez simples. Allez, maintenant on passe à la manipulation de formule. Donc, manipulation de formule, vous devez suivre, d'accord, ce schéma-là, et vous devez suivre jusqu'à la fin de votre scolarité, puis même après si vous avez à utiliser une formule. Déjà, une chose, c'est faut repérer les grandeurs qui sont dans l'énoncé. Si on vous parle de volts, si on vous parle d'ampères, si on vous parle de mètres, si on vous parle de kilos, si on vous parle de kilogrammes, pardon, si on vous parle, etc. Convertir ces grandeurs si besoin. Alors, on verra qui c'est qui guide, c'est la formule qui dit, ok, moi, ma formule, elle s'applique. Il faut que, par exemple, je vous donner une des premières qu'on va utiliser, c'est U égale R fois I. Donc U, c'est la tension en volts, R, c'est la résistance en ohms, et I, c'est l'intensité en ampères. Si vous voulez utiliser votre formule, d'accord, il est impératif et obligatoire que votre tension soit en volts, que votre résistance soit en ohms et que votre intensité soit en ampères. Si dans vos données ou dans votre énoncé, par exemple, j'ai une intensité qui est en milliampères, et ben pour l'insérer dans ma formule, mon intensité, il faut que je la convertisse de milliampères en ampères. C'est la formule qui dirige, c'est la formule qui dit dans quelles unités je dois avoir une certaine grandeur. Remplacer les grandeurs par leur valeur numérique dans la formule, et enfin de résoudre la mini-équation. C'est vraiment une équation très simple qu'on obtient. Allez, petit exemple commenté justement. Vous avez la formule U qui est égale à R fois I. Donc ça c'est dans vos cours de physique, d'accord, ça s'appelle la loi d'Ohm. Je ne sais plus dans quelle classe de collège on la voit, mais je crois bien qu'on la voit encore. Donc U c'est la tension qui est en volts, R c'est la résistance qui est en ohms, et I c'est l'intensité qui est en ampères. Ok. Énoncé. Au bord d'une résistance de valeur 3 kΩ, on relève une tension de 12 volts. Déterminez l'intensité traversant cette résistance. Donc vous avez dans votre... donc là je repère. Donc dans mon énoncé, je repère déjà, je vais le faire, mais je repère les grandeurs qui sont présentes. J'ai R égale 3 kΩ et j'ai U qui fait 12 volts. Je convertis si besoin. Alors je regarde par rapport à mon énoncé. R égale 3 kΩ, ça ne me va pas. Pourquoi? Parce que la résistance, ma formule me dit c'est en ohms. Donc je vais devoir convertir mes 3 kΩ en ohms. Ma tension c'est 12 volts. D'accord? Donc mon énoncé me donne une tension en volts, ma formule veut une tension en volts. Nickel, je vais pas être plus royaliste que le roi. Ma tension, elle est bonne, je n'ai pas à la convertir. Ok, la conversion n'est pas quelque chose de systématique, c'est au cas par cas, c'est au besoin. Donc on va convertir nos 3 kΩ en ohms. 3 kΩ, ça me fait 3000 ohms, à l'aide de ce qu'on vient de faire précédemment. Et alors, tout va bien maintenant, d'accord? Et donc je remplace. Donc on me dit U égale R fois I. U, c'est 12 volts, donc je remplace U par 12.
R, c'est 3000 ohms, donc je remplace R par 3000. I, je le connais pas, c'est celui qu'on cherche, donc je le remplace pas. Et enfin, je résous mon équation, donc j'ai 12 qui est égal à 3000 fois I, donc ça fait I fois 3000 égale 12. Simplement, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai inversé la gauche et la droite. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude d'avoir notre inconnu à gauche, mais quand vous avez A égale B ou B égale A, c'est la même. Et ensuite, je vous rappelle la règle, l'unique règle d'une équation, c'est tout ce que vous faites à gauche, vous le faites aussi à droite. Ici, j'ai I fois 3000 et moi, ce que je veux, c'est I tout seul. Donc, comment je me débarrasse d'un fois 3000 en maths? Et ben, je fais diviser par 3000. Vu que je le fais à gauche, ben, je vais le faire aussi à droite. Donc, ça va me faire I fois 3000 divisé par 3000. Donc là, les 3000 ils vont se tuer joyeusement. Il ne me reste plus que le I qui est tout seul. Et 12 divisé par 3000, ça fait 0,04 ampères. Comment je sais que c'est des ampères? Parce que dans ma formule, l'intensité est en ampères. Donc la valeur de l'intensité traversant la résistance est 0,04 A. Terminé. Maintenant, ce que vous allez me faire, on va commencer par l'exercice 1 et 2. Donc vous avez ici votre formule, vous avez le nom de ces deux éléments ainsi que l'unité dans laquelle ils doivent être. D'accord? Un énoncé qui est ici, et vous devez donc déterminer la masse ici d'un objet. Répondre aux questions qui sont ici, donc 1 sur l'énergie potentielle et 2 sur l'énergie électrique. Peu importe si vous ne savez pas ce que c'est qu'un joule, d'accord? En fait, vous n'en avez pas besoin. Ok, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est vraiment qu'un joule. Je vous ai mis kJ, c'est kilojoules. Voilà. Donc après, c'est une unité, enfin c'est une grandeur, donc son unité elle respecte la même loi que les autres. Allez, à vous de jouer sur l'exercice 1 et 2, je vous corrige ça. Donc exercice 1. Déterminer la masse d'un objet soumis à une gravité de 10 newtons par kilo, ayant une énergie potentielle de 3 kJ et tombant à une altitude de 350 cm. Alors ça me fait beaucoup de données tout ça, et on y va. Donc la gravité, c'est G, son symbole, et G, alors hop, vas-y note Bibi, hop, ça fait G égale 10 newtons par kilo. Alors, ça c'est bien, c'est ici. Or, moi, la gravité, ma formule, elle l'avait en newton par kilo, elle est en newton par kilo, nickel, j'aurais pas de conversion à faire. Ayant une énergie potentielle de 3 kJ. L'énergie potentielle, son symbole, c'est EP. Et donc là, j'ai EP égale 3 kJ. Alors là, petit problème, ma formule, elle veut une énergie potentielle en joules. Donc là, hop, là, ici, il va falloir que je fasse une conversion. Ok? Et tombant à une altitude de 350 cm, l'altitude, son symbole, c'est Z. D'accord? Et là, c'est 350 cm. Or, ma formule, elle veut une altitude en mètres. Donc là aussi, il va y avoir une petite conversion. Donc j'ai besoin de convertir ici et ici. D'accord? Donc ça, c'est mon premier job, convertir. Donc je vais retourner sur ma feuille. Donc j'ai G qui est égal à 10 newtons par kilo. Ça, je me le remarque. J'ai énergie potentielle qui fait 3 kJ. Kilo, je vous signale que c'est le préfixe de 1000. Donc 3 kJ, ça fait 3000 joules. Ensuite, et Z, mon altitude, ça fait 350 cm. Alors vous savez que 1 cm, ça fait 1 centième de mètre, donc ça fait 0,01 mètre. Donc ici, 350 cm, ça fait 3, pardon. Hop là, ça fait 3,5 mètres. Ok, donc ça fait 3,5 mètres. Donc j'ai fait mon job préparatoire, c'est-à-dire que maintenant toutes mes grandeurs sont dans la bonne unité pour être insérées dans ma formule. Donc maintenant, je réécris ma formule. EP est égal à M fois G fois Z. Donc on y va. Énergie potentielle 3000 joules, donc ça fait 3000. Et là, je remplace bêtement. Je fais bien gaffe de ne pas me planter. M, c'est ce que je cherche, donc je laisse M. Fois G, c'est 10. Et Z, ça fait 3,5. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je calcule ce qui est facile à calculer. Je vais me calculer ça pour me faciliter un peu la vie. Le 10 fois 3,5. Donc ça me fait 3000 est égal à M fois, ça fait 35. Et donc, je vais inverser ma gauche et ma droite pour avoir mon inconnu à gauche. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le laisser à droite si vous en avez envie, excusez-moi. Donc ça me fait M fois 3,5 égale 3000. Et donc, il faut que je me débarrasse de ce fois 3,5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 3,5 à gauche et je vais diviser par 3,5 à droite. Voilà.
pour me débarrasser des 3,5 et au final avoir M, parce que c'est elle que je veux. C'est ma masse. Et donc ça me fait 3000 divisé par 3,5. Et donc, on me précise un arrondi, je vais arrondir à deux chiffres après la virgule. Donc ça me fait 857,14. Et l'unité, j'ai qu'à lire ici, la masse c'est en kilogrammes. Donc, kilogrammes. Tout bon. Juste pour votre info, en fait, l'énergie potentielle, c'est qu'on fait tomber un objet. L'énergie donc potentielle, c'est l'énergie qui va développer quelque part en tombant, donc c'est l'énergie qui va recevoir en fait simplement en tombant, et donc ça va être l'énergie du choc qui va générer forcément. Elle est dépendante de quoi? De la masse d'un objet. Quand vous faites tomber une plume ou quand vous faites tomber, je sais pas, un piano du 7e étage, ça va pas faire la même chose quand il va atterrir. Donc il y a dépendance de la masse, de la gravité sur la planète sur laquelle vous êtes. Nous, notre gravité, juste pour votre culture, c'est 10 newtons par kilo, à peu près, c'est 9,8 sur la Terre, et c'est dépendant aussi de la hauteur. D'accord? Plus vous faites tomber un objet de haut, plus il va générer de l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. À la différence de l'énergie cinétique, qui est l'énergie d'un objet suivant sa vitesse. Tout bon, mais ces notions-là, vous les verrez un peu plus tard en physique. Je sais pas quand, mais vous les verrez un peu plus tard. On continue, et on va passer sur l'énergie électrique. Alors, l'énergie électrique. Je relève déjà mon énoncé. Donc, déterminer la valeur d'une résistance traversée par un courant de 50 mA. Donc, mon courant, ça fait I égale 50 mA. Ok? Pendant 3 minutes, donc j'ai un temps de 3 minutes. Donc, T égale 3 minutes. Ok? Dégageant une énergie de 50 kJ. Et donc, mon énergie, c'est 50 kJ. Alors là, c'est vraiment le malheur parce que je crois que tout est à convertir. Pourquoi? Je regarde mon intensité, elle est en milliampères, ma formule, elle est en ampères. Donc, conversion nécessaire. Ok? Mon temps, c'est 3 minutes. Mon temps, il doit être en secondes. Conversion nécessaire. Mon énergie, c'est 50 kJ et je le veux en joules, donc conversion nécessaire. Donc, gros boulot en perspective. Donc on y va. I égale 50 mA. Donc pareil, moi je sais que 1 mA, ça fait 0,01 ampère. Donc 50 mA, ça me fait... Hop, là... J'ai pas fait une erreur. Hein. Si, j'ai bien 0. Hop, là ici il manque un petit 0. Et hop là, voilà, super. Donc ça fait 0,050 ampères, ou 0,05, le dernier 0 est un 0 inutile. Donc ça c'est bon. Donc ça me fait 0,05 ampères. Super. Ensuite, le temps, T égale 3 minutes. 1 minute, ça fait 60 secondes. Je pense que je vous apprends rien. Donc 3 minutes, ça m'en fait 3 fois 60, 180. Donc ce qui me fait 180 secondes. Super. L'énergie, c'est 50 kJ. 1 kJ, c'est 1000 joules. Donc 50 kJ, ça fait 50 000 joules. Super. Maintenant, ce que je fais, je réécris ma formule. Donc tout est carré. D'accord? J'ai fait mon travail préparatoire. Je réécris ma formule. E est égal à R fois I au carré fois T. Donc on y va. L'énergie, c'est 50 000 joules. Égale R, ma résistance. Bah justement, c'est ce que je cherche. Donc je la laisse comme ça. Fois I au carré, donc I c'est mon intensité, elle est là, donc ça me fait 0,05 au carré, d'accord, fois mon temps, ça fait 180 secondes. Donc dans un premier temps, je vais prendre ma calculette et je vais me calculer ça, donc 0,5 au carré fois 180, pour me faciliter un peu la vie. Donc ça fait 50 000 est égal à R fois, alors... 180, hop, ça me fait 0,45. Pareil, je vais inverser à gauche et à droite. Donc ça me fait R fois 0,45 égale 50 000. Et, excusez-moi, donc je vais diviser par 0,45. C'est encore la même rengaine que tout à l'heure. À gauche
et à droite. Et donc ça me fait du 50 000. Hop, tac. Et ça me fait, oula, ça me fait une suite de 1 infernale. Donc ça me fait, on va arrondir à l'unité, hein. Ça me fait que des 1 en fait, et ça me fait 111 111. Et après avec virgule 1, d'accord? Boum. Hop là, ou qu'il est bien fait. Tout bon. Allez, on enchaîne. Allez, deux petites formules. Après, il y a quoi? Des conversions. Mais je crois que je vous l'ai déjà donné celui-là. Attendez. Hop, 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 hop. Ouais, je crois que l'exercice de conversion. Ah, c'est pas peut-être pas. Ouais, c'est pas la même valeur. Ok, bon, ça vous le ferez tout seul, hein. D'accord? Non, quoi qu'on se le fera ensemble. Allez, c'est parti. Allez, vous me faites l'exercice 3 et 4, s'il vous plaît, avec une formule de la vitesse, donc ça, vraiment, vous la connaissez, et l'exercice 4, la formule de la puissance électrique. À vous de jouer, et vous relancez la vidéo tout de suite après. Ok. Donc on a V égale D sur T, V qui est la vitesse en mètres par seconde, la distance qui est en mètres et le temps qui est en secondes. Déterminer la vitesse nécessaire pour parcourir 15 km. Donc j'ai une distance D qui fait 15 km ici, ok. Et à une vitesse V de 50 minutes par seconde. Ok, super. Donc je regarde par rapport, la vitesse elle est en mètres par seconde, la formule elle est en mètres par seconde, nickel, j'ai rien à faire. Ma distance elle est en kilomètres, la distance est en mètres, donc j'ai une petite conversion à faire. Donc j'y vais. V qui fait 50 mètres par seconde, D qui fait 15 km, et 15 km ça me fait 15 000 mètres. J'applique ma charmante formule, donc V égale D divisé par T. Donc je remplace, donc ça me fait 15 000 est égal à ma distance. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, excusez-moi, c'est V. V ça fait 50 égale 15 000 divisé par T mon temps. Alors là, on voit un petit cas qui est un peu sympathique au niveau des équations, parce que quasiment c'est une équation. Comment je vais pouvoir m'en dépatouiller de ça? Deux méthodes, d'accord. Une méthode, c'est qu'en fait, là, ici, mon inconnue, elle est au dénominateur. Et c'est quand même un gros problème, et j'aimerais justement essayer de la remettre à plat, de la remettre au numérateur, ou de la remettre à quelque chose de standard, pour pouvoir simplement la traiter. Première méthode, c'est que voir que 50, en fait, c'est 50 sur 1. Vous savez, comme tout nombre, 4, c'est 4 sur 1. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un produit en croix. Je vais dire que ça fois ça égale ça fois ça. Et donc, ça me fait 50 fois t, qui est égal à 15 000 fois 1, donc qui est égal à 15 000. Et là, mon inconnue, du coup, elle est revenue à plat. Donc maintenant, je vais pouvoir la traiter en divisant par 50 des deux côtés. Et donc, ça me fait t égale 15 000 divisé par 50, ça fait 300. Oui, 300. Donc ça fait 300 secondes. Ok, une autre façon, c'est de se dire quand vous avez... en fait, c'est très proche, hein, d'accord? Quand vous avez ici 50 est égal à 15 000 divisé par t, vous savez, la règle de l'équation, c'est tout ce que je fais à gauche, je fais à droite. Donc si je fais l'inverse de mon côté gauche, je vais devoir faire l'inverse de mon côté droit. Vous savez, l'inverse, par exemple, si je vous mets 3, l'inverse de 3, ça fait 1 sur 3. L'inverse de 5 quarts, c'est 4 sur 5. Ça, cette notion-là d'inverse, vous l'avez revu normalement dans la vidéo de fraction faite par Madame Nero. Et donc, si j'inverse à gauche, j'inverse à droite. Et là, le problème, en fait, c'est que mon t, il est au dénominateur. Et donc, si j'inverse, donc j'inverse à gauche et j'inverse à droite, j'inverse 50, ça va me faire 1 sur 50, est égal à l'inverse de droite, t sur 15 000. Et là, il faut que je me débarrasse d'un sur 15 000, donc je vais faire fois 15 000 de deux côtés. Donc ça me fait 1 sur 50 fois 15 000 est égal à t sur 15 000 fois 15 000. Là, les 15 000 se tuent joyeusement. À droite, il me reste t tout seul. Et là, il ne me reste plus qu'à calculer. Ça fait exactement la même chose que là. Et ça fait 300. Ok, deux méthodes qui sont semblables. Donc, soit me faire un espèce de produit en croix. Enfin, c'est pas une espèce, c'est me faire un produit en croix.
ou soit inversé à gauche à droite, c'est sensiblement la même chose. Donc on a réussi. Là, la difficulté n'était pas dans les conversions sur celle-là, c'était le fait ici que notre inconnu était au dénominateur. Ok, on va faire l'exercice 4. L'exercice 4. Donc on a P qui est égal à R fois I au carré, puis la puissance électrique en watts, R la résistance en ohms, I l'intensité en ampères. Déterminer la résistance nécessaire afin d'obtenir une puissance de 10 kW. Donc j'ai P ici qui fait 10 kW avec une intensité de 500 mA, I égale 500 mA. Convertir le résultat en kilo. Ok, donc déjà on va trouver le résultat et après on le convertira. Donc ça, hop, je me le souligne parce que voilà, j'ai tendance à l'oublier. Je vous conseille vivement d'annoter vos énoncés comme ça, avec une couleur vive, histoire de ne pas l'oublier. Parce que ça, je sais typiquement que si je donne cet exercice-là, je vais avoir 30% de mes élèves qui vont me donner un résultat, qui va être tout bien, mais qui vont pas me convertir le résultat en kilo, donc ils vont perdre des points. Donc on y va. P 10 kW. Donc 10 kW, moi la puissance elle est en watts. Donc là, hop, ok, conversion nécessaire. I en ampères, I c'est en milliampères, conversion nécessaire. Donc là j'ai conversion à tous les étages. On y va. Donc P égale 10 kW. 10 kW, 1 kW c'est 1000 watts. Donc 10 kW ça fait 10 000 watts. J'ai I après qui fait 500 milliampères. Donc moi je sais que 1 milliampère c'est 1 millième d'ampère, donc ça me fait 0,01 ampère. Et donc que 500 milliampères, petit produit en croix, ça me fait 0,500 ampères ou 0,5 ampères, c'est la même. Donc ça me fait, hop, 0,5 ampères. Tout bon, maintenant j'ai plus qu'à réécrire ma formule et insérer dedans. Donc P est égal à R fois I au carré. Donc P, ma puissance, donc ça me fait 10 000 watts, égale ma résistance, donc c'est ce que je cherche, donc R, fois mon intensité au carré, fois 0,5, mince, fois 0,5, hop, 0,5 au carré. Hop là. Ici, ce que je vais faire, je vais me calculer ça, d'accord? Et je vais, ouais, bon, le W, il a été en trou, d'accord? Donc ça me fait 10 000 égale R fois 0,25. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais me supprimer mon fois 0,25. Donc je vais diviser par 0,25 à gauche et à droite et à gauche, ça va suivre. Et donc ça me fait R ici égale, et donc 10 000 divisé par 0,25, ça fait 40 000. Et R égale en ohms. On me demande de convertir le résultat en kilo-ohm. Moi, je sais que 1 kilo-ohm, c'est 1000 ohms. Donc moi, ici, je mets bien du côté des ohms, donc ça me fait 40 000 ohms. Et si je veux savoir le résultat en kilo-ohm, bah, je fais 40 000 fois 1 divisé par 1000. Ça me fait donc 40 kilo-ohm. Donc R égale 40 kilo et ohm. Tout bon. Allez, après, exercice 5, et on en a terminé. On est à 40 minutes. Et ben c'est parti, vous me faites on vous fait un petit retour sur les conversions, vous me convertissez tout ça, et je vous corrige ça rapidement. Allez, au boulot. Convertir 3 cm en mètres, on l'a déjà fait celui-là, donc ça me fait 1 cm, c'est 1 centième de mètre, donc ça me fait du 0,01 mètre, donc 3 cm, ça me fait du 0,03 mètre. Ok? 12, 1 kJ, donc kilojoule en joule. 1 kJ, ça me fait 1000 joules. Donc 12,52 kJ. Et ben ça me fait 12,52 fois 1000 divisé par 1. Donc ça me fait du 12 520 joules. Ensuite, milliampères en ampères. 1 milliampère, ça fait 1 milli, donc 0,001 ampère. Donc 35,2 milliampères. Et ben ça va me faire 35,2 fois 0,01 divisé par 1, qui sert à rien, divisé par 1.
Donc, ça me fait du 0,0352 ampères. Ensuite, 180 décigrammes en grammes, puis en milligrammes. Alors, on y va. Déjà, on va commencer en grammes. 1 décigramme, c'est 0,1 gramme. Donc, 180 décigrammes, ça me fait du 18 grammes. Donc, je fais 180 fois 0,1 divisé par 1, ça fait 18 grammes. Ensuite, on continue en milligrammes. Donc, je sais que 1 milligramme, c'est 0,001 g. Donc, je vais reprendre mon résultat qui est ici. Donc, 18 grammes. Je mets bien du côté des grammes. Ça me fait 18 fois 1 divisé par 0,001. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, c'est bien. Donc, ça me fait, hop, 18 000 milligrammes. Tout bon. Ensuite, les mégavolts, on l'a déjà fait, non? Donc on y va. 52,80 mégavolt. Mégavolt. Alors, 1 mégavolt, ça me fait 1 million de volts. Ouais. Donc 52,80 mégavolt, ça me fait 52 800 000 volts. Ok, et 3 centilitres en litres. 1 centilitre, ça me fait donc 1 divisé par 100, ça fait 0,01 litre. Et donc 3 centilitres, ça me fait 0,03 litres. Et voilà, terminé. Bon, j'espère que ça vous aura un peu éclairé, voir une nouvelle façon, ou peut-être pas une nouvelle, mais voir une façon de convertir des éléments. Et voir que les formules, en fait, derrière, on peut appliquer une formule sans rien comprendre à la formule. Vraiment, la formule, c'est juste un outil mathématique que vous pouvez maîtriser. On vous donne n'importe quelle formule, même des formules. Là, on peut faire des formules encore plus avancées en sciences. Mais finalement, voilà, c'est qu'une équation, une formule. Il faut juste respecter là où la plupart des élèves font des erreurs au niveau des formules, c'est le non-respect des unités. D'accord? Donc il y a toujours un travail de conversion à faire. Après, vous insérez dans la formule, vous résolvez l'équation et c'est terminé. Voilà, bon travail à tous.